Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Neuilly-sur-Seine dans les locaux d'M6 avec celle qui est désormais aux commandes du meilleur pâtissier. Il s'agit de Laetitia Milot. Et honnêtement, cette nouvelle casquette de présentatrice n'est qu'un prétexte pour échanger avec elle, puisqu'on va le voir ensemble, Laetitia Milot est bien plus qu'un visage de télévision, bien plus que Mélanie dans Plus belle la vie. D'ailleurs, elle le dit elle-même, son personnage était très éloigné de ce qu'elle est dans la vie. Alors on va aller creuser tout ça, c'est parti. Alors bonjour Laetitia Milot. Bonjour. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Toi qui as l'habitude des caméras, qui a toujours eu un script, un prompteur depuis 20 ans, comment tu te sens vis-à-vis de... Un prompteur ? Ah non, j'ai jamais eu de prompteur. J'en ai jamais eu. Même pour le meilleur pâtissier ? Eh ben non, on a une oreillette, figurez-vous, pour le meilleur pâtissier. D'accord. On n'a pas un prompteur. Alors, en tout cas des caméras, beaucoup de caméras. Voilà, des caméras, oui. Comment tu te sens vis-à-vis de l'exercice du podcast ? Est-ce que tu te sens plus à l'aise du fait que t'es pas un enjeu sur ta posture, ton physique, etc. Comment tu l'appréhendes, cet exercice de se confier comme ça ? Alors, le podcast, c'est peut-être pas la même chose avec les discours à faire au micro, mais par exemple, les discours à faire au micro, je suis nulle. Mais nulle. Et je suis vraiment mal à l'aise. Hier soir, j'ai dû en faire un. Je suis vraiment pas à l'aise. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. Je suis vraiment pas à l'aise. Je préfère être derrière une caméra avec mon texte, mon rôle à jouer, plutôt que d'être derrière un micro et une salle devant moi et faire un discours. Là, en podcast, c'est pareil. Je suis moins à l'aise à la radio, par exemple, faire des radios. Ça m'enchante pas non plus parce que je suis pas très à l'aise. Déjà, j'aime pas ma voix. Ah. Donc là, je me réécouterai pas. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, je vais te faire écouter des archives. Ah merde. Alors, il va falloir écouter ta voix, malheureusement. Bon, en tout cas, tu te sens plus à l'aise avec une caméra que carrément. En intimité, comme ça, avec 2 micros sur une table. Carrément. Bon, c'est original comme réponse. Moi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup lu et visionné plein de choses sur toi en préparant ce podcast. Ouais. Et je dois te confier que j'ai le sentiment qu'on a plutôt tendance à te donner une image un peu de femme un peu pas naïve, mais parfaite, la fille idéale parfaite, qui sourit, qui est solide, qui se présente bien. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Laetitia Milot ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu plus dark qui existe chez toi ? On a toujours vu Laetitia Milot parfaite, quoi. Non, vous n'avez pas vu une Laetitia Milot parfaite parce que déjà la perfection n'existe pas et personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts, bien sûr. Et en fait, évidemment, en tant que comédienne, je montre aussi l'image que j'ai envie de donner et que j'ai envie de montrer. Et c'est vrai que je tiens à montrer une image, pas comme vous dites parfaite ou tout ça, c'est une image positive. Voilà. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui n'ont pas été très gaies. J'ai vécu des moments très glauques dans ma vie et en fait, je n'ai pas envie de donner une image de moi qui est plutôt dark. J'ai plutôt envie de donner une image dans la positive attitude parce que j'aimerais bien que tout le monde en fait soit dans ce même mood, la positive attitude, parce que c'est grâce à cette positivité que j'ai pu avancer aussi et que j'ai pu me relever. Donc effectivement, je montre l'image que j'ai envie de donner, mais je montre une image, je pense, d'une femme plutôt positive. Donc c'est plutôt une arme pour toi, c'est pas tant un masque en fait. C'est pas une image, c'est pas un masque. C'est une arme, oui. Quand j'ai su que tu serais l'invitée de ce 2e épisode des Déclics, j'ai plongé un peu dans ton parcours et je pense que peu de gens le savent, mais tes premières amours n'étaient pas sur une scène de théâtre ou de cinéma, c'était la danse en fait que tu as commencé à faire petite. Ah oui. Et à très haut niveau. Moi j'ai entendu des interviews où tu expliques que tu faisais 8 heures d'entraînement par jour. Oui. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais tu t'es bloqué le dos, tu as une attelle et tu es là devant moi
solide, en tout cas voilà, solide sur tes appuis. Est-ce que les deux sont un peu liés? T'as eu cette rigueur très tôt. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien justement avec ce tempérament que tu as aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. La rigueur que j'ai appris, bon déjà j'ai un père, j'ai été élevée par une mère qui était infirmière mais aussi dans le milieu militaire, et mon père était militaire dans l'armée de terre. Donc déjà j'ai été élevée dans ce mood, encore une fois, de pas laisser tomber. Tu fonces, tu y vas, t'as pas peur, tu y vas et tu te relèves. Voilà, malgré les échecs, tu te relèves. Et donc ça a été un petit peu ma façon, je pense aussi, d'avancer depuis toute petite. Et la danse classique, évidemment, c'est au conservatoire, donc c'est sport-études. C'est une rigueur c'est une grande rigueur. Et donc, le matin, j'avais école, l'après-midi, j'avais danse ou piano ou danse contemporaine. Okay. Enfin bon, voilà. Et effectivement, je dansais beaucoup d'heures par jour. Et en fait, c'était l'heure. Voilà, fallait se tenir droite, fallait y aller, fallait avancer. T'avais tes menstruations, tu t'adaptais. T'avais mal, tu t'adaptes. T'es malade, tu te relèves 2-3 jours après. Voilà, c'est parce que c'est que le meilleur gagne. Et par exemple, voilà, j'ai eu effectivement à une époque, c'était 2017, il me semble, où j'ai eu une très grosse opération à cause de l'endométriose, une opération voilà, que c'était une opération très grave, prise en urgence. Je me suis faite opérer et il y avait la marche d'Endo-France, la marche d'endométriose, le lendemain ou le surlendemain, 48 heures après. Et je me rappelle très très bien, j'ai dit au chirurgien, écoutez, il faut m'enlever les drains et tout ça parce que je dois aller marcher à la marche pour l'endométriose. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. J'ai dit, si, j'ai promis que j'y allais, je dois y aller, je me dois d'y aller, donc j'irai. Et j'ai dit, s'il vous plaît, enlevez-moi les drains. Voilà. Et donc, il m'a enlevé les drains. Et je lui ai pas laissé trop le choix. J'y suis allée avec de l'aide. Il y avait mon mari, il y avait Yasmine, la présidente de France, tout ça. Et je me souviens très bien parce que j'avais très, 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 très mal. Oui. Je pouvais pas réellement me lever, me tenir debout bien droite, mais j'y suis allée. J'y suis allée, j'ai pas fait la marche bien évidemment, mais j'ai fait une petite partie. Oui, tu étais présente. Et c'est juste pour dire que j'étais présente. Ouais. J'ai fait, je suis allée sur scène, tout ça. Et du coup, il fallait que je fasse, et je l'ai fait, et je ne regrette pas du tout. Et voilà. Après, je sais écouter mon corps. Oui, j'allais te dire, est-ce que tu te mets pas une pression aussi parfois d'être toujours au rendez-vous, toujours à la hauteur? C'est beaucoup finalement sur tes épaules. C'est beaucoup, mais là, par exemple, voilà, je suis venue, effectivement, j'ai eu un lumbago la semaine dernière, j'ai un problème carpien, je dois avancer parce que voilà, on doit continuer, je me relève et puis j'essaierai de me reposer d'une autre manière. Après, j'essaie de me reconstruire aussi avec le sommeil. Voilà, j'en viens important. Là parce que le sommeil c'est très important et en fait on se rend pas compte à quel point le sommeil peut être réparateur et peut être essentiel dans la santé. Laetitia, tu as grandi à Limoges. J'ai grandi à Brive-la-Gaillarde, donc tu vois, juste à côté, pas très loin. À 1 heure de Limoges. Et je sais que dans ces coins-là, c'est pas très, c'est pas commun de rêver d'être actrice, comédienne ou même animatrice télé. Je n'ai cru en mes rêves que quand je suis partie de là-bas. Je me dis, comment toi, alors je sais que tu n'as pas vécu là-bas à 20 ans, mais comment tu as eu ce déclic de te dire, peut-être très jeune, je suis pas faite entre guillemets pour une vie classique, je veux monter sur les planches, je veux être comédienne. Qu'est-ce qui a été ce déclic justement pour lequel tu t'y as cru en fait? À Limoges, justement, moi j'habitais à Saint-Gence. Ok, donc voilà. Et à Limoges, donc j'allais à l'école là-bas et en fait j'ai commencé la danse là-bas. J'ai commencé la danse à très très tôt, 4-5 ans, enfin très très tôt. Et j'avais une super prof, évidemment, qui m'a donné envie de continuer la danse. Et c'est là où est née ma passion pour la scène, la danse
le monde, le public. Voilà, ça m'a fait rêver dès cet âge-là, en fait, à Limoges. J'ai rêvé. En tout cas, je me suis projetée plus loin grâce à cette professeure de danse. Et donc, du coup, j'ai fait... d'ailleurs, je n'ai pas lâché la danse après, jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais du coup, j'avais envie d'être prof de danse, j'avais envie d'enseigner à ce moment-là. Et actrice, c'est venu quand dans ton esprit ? À 18 ans. Tu es partie à Paris à quel moment ? Comment ça s'est passé ? À 18 ans. En fait, tout est venu à 17 ans et demi, 18 ans. J'avais mon premier vrai grand amour que j'ai connu. Donc, du coup, évidemment, j'étais plus concentrée à vouloir être avec lui plutôt qu'à d'aller danser après l'école. Et donc là, je me suis dit je vais arrêter la danse comme ça. Voilà, mon père n'était pas très très content que je m'arrête comme ça d'un coup, mais il m'a dit écoute, je sais pas, tu veux faire quoi ? Tu veux aller plutôt dans le commerce, être hôtesse, hôtesse de l'air. Je sais pas. Il me voyait, je sais pas, ouais. Voilà. Et puis j'ai dit non, je veux être comédienne. D'accord. J'aimerais te faire écouter un premier extrait qui, moi, m'a beaucoup interpellée quand j'ai préparé tout ça. On l'écoute et tu m'en parles après. Au bout de plusieurs années, c'est vrai qu'on se remet en question et puis on se dit, est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier ? Est-ce que j'insiste ? Parce que peut-être, en fait, tout simplement, c'est pas ma voie et voilà, on se remet en question. On a plein de doutes, évidemment. Alors voilà, tu expliquais justement que cette période était très compliquée parce que tu as passé plein de castings, rien ne marchait. Quel souvenir tu gardes de cette période et en quoi ça t'a impacté justement ces échecs à répétition ? Alors, j'en garde un très bon souvenir en fait de cette période parce que j'étais pour la première fois à Paris et donc j'en garde des bons souvenirs à la fois parce que évidemment voilà, je jouais au théâtre, tout ça. Je recherchais plein de boulot pour payer le studio avec Yanis et pour payer les cours de théâtre qui étaient pas donnés. Et en fait, c'est vrai que j'ai fait plein de boulots. J'ai fait plein de boulots, hôtesse, caissière, vendeuse, voilà. Mais le truc, c'est que je pouvais pas prendre un boulot à plein temps parce que c'était pas possible. En fait, sinon je pouvais pas faire mes cours de théâtre à côté. Et donc, c'est vrai que j'ai tenté beaucoup de castings et beaucoup de jeux. Moi, j'avais peur de rien, en fait. Ouais. J'y allais, je tapais à la porte des producteurs et je me faisais refouler, c'est pas grave, mais j'y allais avec mon petit composite. Ouais. Je me souviens, mon petit composite avec mes petites photos et tout, mon pauvre CV. et puis je leur donnais, et puis en fait, je pense que voilà, évidemment, j'ai eu toutes les portes qui se sont fermées, il y en a aucune qui s'est ouverte, et j'ai raté la 50aine de castings que j'ai fait. Et donc là, tout ce parcours à ce moment-là, en tout cas, t'as pas perdu confiance, tu t'es pas dit j'abandonne, j'arrête, c'est bon. Pas une seule fois, tu t'es dit ça? Alors là, à ce moment-là, non. Après, lorsque j'ai eu le décès de mon compagnon, oui. Là, j'ai dit j'arrête tout. Pour expliquer, Yanis, donc c'était ton premier compagnon qui est décédé d'un cancer en 2001. Qui est décédé d'un cancer accompagné en 2001, que voilà, j'ai accompagné jusqu'au dernier souffle. Et lorsqu'il est décédé, j'avais plus envie de rien et j'avais même plus envie de vivre, en fait. Et là, c'est là où Badri intervient, donc mon mari actuel, c'est là où il intervient et où il m'a ramassé à la petite cuillère, vraiment. Et c'est grâce à lui que j'ai tout repris, que j'ai repris goût à la vie et goût à ce métier. Il m'a dit, mais tu rigoles, tu vas certainement pas abandonner, tu as envie d'être comédienne, donne-toi les moyens d'être comédienne. Hop, on remonte à Paris.
et c'était reparti. Il a été ton ange gardien. On en reparlera de Badri. C'est vrai que cette période des début des années 2000, elle est très charnière pour toi. Tout se passe finalement à ce moment-là. Oui. En fouillant dans les archives de tes passages télé et radio, je me suis parfois un peu agacée toute seule devant mon écran parce que j'ai parfois eu l'impression qu'on te laissait pas parler, qu'on te prenait pas toujours au sérieux dans tes propos alors que tu avais des vrais combats. Est-ce que tu as pu souffrir justement de cette légèreté avec laquelle on te présentait? Est-ce que tu t'es senti à l'époque, en tout cas, quand tu as commencé à parler d'endométriose, est-ce que tu as senti qu'on te prenait au sérieux? J'ai parfois eu ce doute en regardant des vidéos de toi à l'époque. Au niveau des médias, je n'ai pas eu cette impression. J'ai eu cette impression, évidemment, là, par contre, bien avant, avec les médecins, où j'étais pas sérieuse pour eux, où j'étais une chochotte, voilà, comme tu dis, ou une chochotte parce que, genre, j'avais mal et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec ce mal, et puis c'est tout, que c'était normal d'avoir mal, en gros. Mais des journalistes, en fait, de médias en général, justement, je suis plus là à remercier finalement, parce qu'en 2013, effectivement, cette journaliste qui m'a posé la question, encore une fois, c'est pour quand le bébé. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre avec le premier récit de C'est pour quand le bébé. C'est ce titre, fait, c'est parce que c'est la question qu'on me posait. Là, effectivement, on se rend pas compte, en fait, de la part d'une personne ou d'une journaliste ou d'une personne, tout court, à quel point ça peut faire mal, en fait, ou que ça peut blesser une personne. Déjà, peut-être elle a pas envie d'avoir d'enfant. Donc, il faut respecter ce choix de ne pas avoir envie d'avoir d'enfant. Ou tout simplement, peut-être, il y a un problème de santé ou tout ça. Donc, c'est vrai que cette question m'a fait du mal. Là, oui, par contre, au niveau de cette question qui m'a plutôt blessée. Et là, j'ai pété un câble ce jour-là. Et finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir pété un câble, parce que, effectivement, j'ai dit pour la première fois que j'avais une endométriose en 2013 dans ce magazine. Et finalement, je remercie cette personne de m'avoir posé cette question qui m'a bien énervée à ce moment-là, mais qui en même temps m'a fait dire des choses qui ont finalement fait avancer, fait évoluer cette maladie et fait tout court de mettre la lumière, en fait, sur l'endométriose. Donc je n'ai pas cette impression, en tout cas, qu'on m'ait pas prise au sérieux. Bien au contraire, je trouve que, en fait, les médias ont contribué, du coup, avec moi pour la première fois, mais après, maintenant, avec nous tous et avec tous ceux qui se battent, évidemment, pour contre cette maladie, à la mettre en avant. Donc, concernant les médias, j'ai pas eu cette impression. Au contraire, j'ai eu une impression d'une aide très précieuse, parce que c'est grâce aux médias aussi à que l'époque, finalement personne ne parlait d'endométriose. C'est vrai que personne ne connaissait ce mot ni cette maladie, et même les femmes entre elles, ça allait être un peu l'objet de ma prochaine question, mais je sais que j'ai 34 ans, je connaissais Laetitia Milot déjà il y a 10-15 ans, mais j'ai commencé vraiment à te découvrir quand je t'ai vue dans les magazines parler d'endométriose et sur les plateaux télé, et aujourd'hui je me dis avec du recul, est-ce que ça t'a pas permis quelque part de parler de toi vraiment, au-delà de tes rôles, de ton parcours d'actrice, etc. Est-ce que c'était pas le moment pour toi de partager ce que tu vivais vraiment en tant que Laetitia Milot, finalement? Ça me permettait surtout de parler d'une cause dont personne n'osait parler, et puis surtout qui était tabou, et surtout qui n'était pas mise en lumière. Voilà, surtout. Et surtout, en fait, je me suis servie de ma personnalité publique. Alors peut-être après certains vont dire ouais, mais justement j'en sais rien, peut-être prise au sérieux, pas prise au sérieux, peu importe. L'important c'est d'en parler et d'avoir pu justement mettre la lumière encore une fois sur cette maladie, et attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que du coup, redis-moi ta question. Je te disais, est-ce que quand tu as commencé à parler d'endométriose, est-ce que c'était pas un moyen pour toi de parler vraiment de toi? Oui, non, alors c'était un moyen surtout de faire connaître l'endométriose, voilà, de servir, en fait, de se servir de la personne publique que je suis devenue, du coup, pour mettre l'endométriose en avant.
je suis pas en train de parler de moi, je suis en train de parler d'une cause qui atteint des millions de femmes et qui malheureusement peut faire souffrir énormément et ça peut être invalidant au quotidien. Donc du coup effectivement je me suis livrée, j'ai dit des choses très intimes. J'ai certaines personnes qui m'ont dit attention parce que ça peut aussi te causer du tort finalement de dire trop, de parler trop de l'intimité de la femme, parce que effectivement, voilà, on a peur, ça y est, on parle de l'intimité d'une femme, attention, voilà, on parle des règles, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a dit, c'est pas possible. Bon, voilà. Oui. En fait, encore une fois. Là, je pense, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, écoute, si les gens pensent ça, tant pis pour eux. Ouais. Voilà. Et en tout cas, je m'en fous. J'essaie de faire avancer cette maladie. Et puis, s'ils pensent que c'est trop cru et qu'on parle de l'intimité d'une femme et que oh là là, c'est la fin du monde, tant pis. Tant pis. Mais en tout cas, j'ai essayé. Et je regrette pas du tout d'avoir essayé finalement. J'imagine. Parce que regardez où on en est aujourd'hui. Bien sûr. Oui, non, mais je pense que ça faisait partie de on parlait du fil rouge tout à l'heure. Je pense que c'était aussi écrit comme ça. Tout à fait. À l'époque, Laetitia, on te propose le rôle de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie, qui est quand même un personnage un peu jeune, un peu immature, mais pétillant, qui cherche l'amour, etc. Toi, à l'époque, en coulisses en tout cas, tu vis une des pires périodes de ta vie, puisque en 2004, tu arrives dans Plus belle, mais 3 ans auparavant, tu perds en fait l'amour de ta vie, Yanis, et pourtant tu joues un rôle quand même qui est à l'opposé de qui tu es à l'époque. Comment tu as réussi à transformer ça en positif justement et à te dire j'y vais quoi. Même si je pleure en rentrant le soir, mais c'est la chance de ma vie presque. Alors Badri, on en vient à Badri. On en vient à du coup que grâce à lui j'ai réussi à me relever et en 2004 quand j'ai commencé Plus belle la vie déjà je le prenais pas comme vous le dites. Finalement je me suis dit tiens c'est génial parce que c'est un personnage lumineux, solaire, peut-être naïve, mais un personnage naïf mais solaire, lumineux. Et je me dis tiens ça va me faire du bien de jouer un personnage comme ça aussi et puis c'était un personnage donc ça veut dire incarner quelqu'un d'hyper souriante, hyper lumineuse et finalement je me dis d'une ça va me faire du bien et d'autre part tiens je vais arriver avec une image finalement que j'aime donner. Parce que je l'ai aimée, c'était Liana. Toi aussi Liana. Je l'ai aimée, Mélanie. Je l'ai aimée, Mélanie, et je l'aime encore. Malheureusement, voilà, là aujourd'hui, je ne suis plus dans Plus belle la vie, mais c'est une série qui m'a fait connaître au grand public et vers laquelle je suis extrêmement reconnaissante et je suis restée fidèle et je serai fidèle du coup, jusqu'au bout. En tout cas, je cracherai jamais dans la soupe parce que je dois énormément à cette série. Tu parlais de Badri, ça me fait une transition parfaite. Il t'a beaucoup aidé et soutenu en coulisses depuis 22 ans, je crois. C'est ça, hein, ça fait 22 ans que tu es en couple avec Badri. Je sens que je vois ton regard qui réfléchit, qui compte. Non, c'est ça, on est en 2024. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment, en couple, en amour, on arrive à traverser ces épreuves que vous avez traversées avec Badri? Bon, ça a été quand même un peu périlleux pour vous deux, l'arrivée de Liana, mais aussi tout le parcours qu'il y a derrière. Les années 2000 qui ont été compliquées pour toi dès le début. Quel regard vous portez justement sur votre histoire après 20 ans de couple? On en parlait la dernière fois. On se disait, dis donc, après tout ce qu'on a traversé, on en est encore là. Ouais. Donc, en fait, parce que je sais plus, on avait une petite dispute à la con, un truc genre ménage, pas ménage, peu importe. C'est que ça va. Voilà, une petite dispute à la con. Et en fait, justement, on se disait, mais en fait, tu te rends compte après tout ce qu'on a traversé, quoi. Donc,
Bon, bah c'est bon, allez, on avance. On efface, vous êtes plus fort que ça finalement. C'est un peu ça en fait. J'aimerais te faire écouter un extrait qui remonte à 2020. Tu étais invitée dans La Boîte à Secrets sur France 2. Oui. Et tu as dit quelque chose, grande émission, hein. Tu m'as beaucoup émue sur cette émission. Mais en plus, elle a changé tellement beaucoup de choses dans ma vie, cette émission, avec mon père et ma mère. Ah oui, bah, évidemment. Mon père et ma mère se sont réunis pour la première fois au bout de 20 et quelques années. Et donc là, ils ont été pour la première fois face à face dans cette émission. Et maintenant, ils sont toujours en contact tous les deux. Oui. Et maintenant, grâce à Faustine, sur ce coup-là, grâce à Faustine, et ben du coup, alors mes que parents tu dis juste avant, ensemble. Vous allez pas ramener mes parents, vous voulez une guerre. Tu dis cette phrase. Grave. Ah mais je pensais vraiment, je me suis dit mais ça va être horrible. C'est très drôle. Bon, alors, du coup, cet extrait donc, sort de La Boîte à Secrets et tu as dit quelque chose de très honnête qui a peu été dit, je trouve. Je te laisse écouter. En fait, donc c'est une maladie qui peut apporter des douleurs atroces, intenses au quotidien, qui peut rendre la vie invalidante de certaines femmes, mais qui peut détruire des couples. Qui détruit des couples. Et en fait, c'est vrai que nous, cette maladie, on en a fait notre force avec Badri. Et elle gagnera pas sur ça. J'ai trouvé ça vraiment bouleversant parce que tu admets qu'en fait c'est un ennemi à combattre tous les jours. Ah oui, je te vois émue. Justement, à quel point ça vous a menacé tous les deux cette maladie? Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment de remise en question? Alors elle nous a jamais menacés. Elle nous a pas menacés. Peut-être elle nous menaçait de haut, mais que de haut en fait, parce que on s'est toujours dit qu'elle gagnera pas sur notre couple. Et ça, franchement. Je te le dis, mon endométriose, tu gagneras pas sur ça. Là, tu as gagné peut-être sur d'autres choses, tu gagneras pas sur ça. Vous avez réussi à traverser ça, tu disais 22 ans d'amour, donc elle a clairement pas gagné. Non. Badri, il a toujours... Non, pas à cause de l'endométriose. Jamais. Il a toujours eu ce respect, il a toujours eu les mots pour trouver... non, jamais. Et quand tu dis que ça peut séparer des couples, en quoi alors? Parce que en fait, ça peut séparer des couples dans le sens que donc voilà, selon l'endométriose que vous avez, évidemment, il y en a certaines qui ont des douleurs pendant les rapports. Et en fait, du coup, donc déjà d'une par rapport à ça, effectivement, des fois au niveau du rapport, il peut y avoir des problèmes. Donc là, c'est malheureusement ça devient un gros sujet dans le couple. Notamment aussi au niveau de la fertilité. Il y a des hommes qui ne restent pas avec la femme parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. C'est arrivé, malheureusement, trop de fois, enfin dans les témoignages que j'ai reçus. Et aussi ça, et donc aussi par rapport aux hormones aussi, certainement, parce que voilà, on traverse des périodes très difficiles, et dans ces périodes très difficiles, effectivement, les nerfs y jouent. Ouais. Et on peut être de très mauvais poils. Tu as connu ça? Oui, évidemment. J'ai connu, comme tout le monde. Voilà, je suis pas tous les jours avec un grand sourire du matin au soir à la maison non plus. Faut pas exagérer. Mais du coup, voilà, évidemment, il y a des changements dans les hormones, il y a des changements dans le caractère qui peuvent aussi déclencher des choses dans le couple. Et puis voilà, ce combat aussi des femmes qui sont incomprises. Moi, j'ai la chance d'être avec un homme qui est hyper compréhensif. Il y en a malheureusement qui sont beaucoup moins compréhensifs et qui ne comprennent pas la douleur que leurs copines peuvent éprouver. Ou peuvent endurer, ou qui ne comprennent pas pourquoi elle dit là j'ai mal, je peux pas, non je peux pas me lever pour aller te chercher ça, ou je peux pas faire, j'en sais rien, je dis des conneries, mais en fait au niveau de la compréhension, c'est vrai que beaucoup de femmes sont incomprises et se sentent seules. Toi, tu ne t'es jamais sentie seule avec Badri? C'est quelqu'un avec Badri, non, vraiment.
c'est pour ça que j'aimerais vraiment, enfin, que toutes celles qui traversent cette maladie de merde soient entourées de la manière dont je suis entourée, parce que effectivement l'entourage fait énormément et c'est grâce aussi à Badri que j'ai pu avancer. C'est peut-être grâce à lui aussi que je me bats autant pour cette maladie, pour que les femmes puissent se battre aussi et ne rien lâcher et dire je m'en fous, je vis avec toi et puis on sera ensemble toute notre vie, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement de toute façon. Laetitia Milo, on te retrouve donc sur M6 pour le meilleur pâtissier dès le 10 octobre dans ta nouvelle toque de présentatrice. Tu as donc tout essayé, actrice, chanteuse, danseuse, réalisatrice, écrivaine et maintenant présentatrice. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs qui ont peut-être un cruel manque de confiance en eux pour réaliser un nouveau rêve ou un rêve tout court? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais non, mais alors la responsabilité. Il faut jamais abandonner ses rêves. Il faut toujours y croire, toujours avancer, toujours voir plus haut, plus loin. Voilà, ne jamais abandonner. Rêver, continuer à rêver. Moi, j'ai encore des rêves, j'ai encore des projets. Il faut vivre avec les projets, il faut vivre avec les rêves. Et il faut essayer de se donner les moyens. Le meilleur pâtissier, c'était un rêve pour toi? C'était pas un rêve, parce qu'en fait, au départ, on m'appelle, on me dit, voilà, on recherche une animatrice. Je fais, ouais, mais vous êtes trompé de numéro, là. En fait, je suis pas animatrice. Non, on recherche la nouvelle animatrice du meilleur pâtissier, mais on recherche une comédienne. Je dis, pourquoi? Et en fait, ils m'ont dit, vraiment, si je n'acceptais pas ce rôle, du coup, de présentatrice, c'était une comédienne qui cherchait, de toute façon. C'était pas une animatrice. Incroyable. Voilà. Et donc, vous comprendrez pourquoi en regardant la saison. Parce que vous allez très vite comprendre. Rien qu'en regardant la bande-annonce, vous allez comprendre pourquoi ils recherchaient plutôt une comédienne. Un gros suspense. On a hâte de découvrir ça. Merci. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui. Mais j'ai mon compte aussi. Mon compte pour enfants qui est sorti le 2 octobre. Tu veux nous en parler 2 petites minutes? Ouais, 2 secondes quand même. Qui est sorti le 2 octobre. Ouais. Alors, il est sorti, il n'est pas sorti le 2 octobre. Il sera sorti. Donc, j'ai mon compte pour enfants, mon premier compte pour enfants qui est sorti le 2 octobre, qui est Lily et l'arbre magique, qui est un compte sur l'environnement, en fait, sur la protection de la planète. Et c'est une idée de ma fille, à la base, qui est très sensibilisée. D'ailleurs, par rapport à ses parents, parce que nous, on l'éduque de cette manière-là, évidemment, mais aussi par l'école. Figurez-vous qu'à l'école, heureusement, maintenant, les jeunes sont sensibilisés. Et on leur apporte vraiment l'éducation, en tout cas, qu'il faut faire attention à l'environnement, au respect de la planète, des animaux. Et donc, voilà, c'est une idée de Liana. Et donc, j'ai écrit ce conte avec des images, vous verrez, qui ressemblent à moi, à Liana. D'accord, on va te reconnaître. Oui, vous allez voir, j'ai les petits traits et tout. D'accord. C'est super. Et j'ai enregistré le conte audio aussi. D'accord, voilà. Disponible aussi à l'écoute. Pendant que je me suis régalée à le faire. Une rentrée chargée pour toi. Hein. Une rentrée chargée. Super. Merci beaucoup Laetitia Milo pour cette Merci à vous. Et c'était super. Bonne route. Merci. Si tu as aimé cet épisode du podcast Les Déclics, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. Salut!